13h04 sur Sud Radio. Il est l'heure de ce face-à-face avec aujourd'hui Samy Biazoni, le docteur en philosophie, essayiste et auteur surtout de ce livre Statistiquement correct. C'est aux éditions du CERF et ça sort aujourd'hui. Bonjour Samy Biazoni. Bonjour. Le maréchal Pétain avait une phrase qu'il répétait à envi, dans ces années 40-44. La terre, elle, ne ment pas. Nos élites, enfin certaines de nos élites, ont autre chose, évidemment. Ils disent, les chiffres, eux, ne mentent pas. Alors là, c'est formidable, c'est-à-dire que quand vous parlez, vous avez vu dans tous les débats, auditeurs résistants de Sud Radio, vous êtes à la radio, vous êtes à la télévision, vous écoutez, il dit, attendez, on va vous donner le sondage. Les Français pensent que, on va vous donner les chiffres, on va vous dire, c'est scientifique, voilà, les 63% des gens ont été atteints de... Alors là, on sent une espèce de chape de ploie. Ah oui, c'est les chiffres, les chiffres. Eh ben, il y a quelqu'un qui vient de sortir un livre, vraiment que je recommande, je crois, même du point de vue de l'hygiène mentale, il est pas mal. Le Statistiquement correct de Samy Biazoni, avec une postface de Michel Onfray qui paraît aujourd'hui aux éditions du CERF, voilà. Et c'est un livre, alors, ce qui est bien, c'est que vous pratiquez, non pas un jeu de massacre, mais un jeu vraiment... Et non pas fleurer moucheté, vous partez des rapports, vous partez justement des chiffres, vous partez de cela, et puis vous dites, voilà ce qui se passe par rapport à un certain nombre de choses qu'on entend du matin au soir. Et je voudrais d'abord rappeler très rapidement les statistiques, donc qu'est-ce qui se passe? On dit, et c'est vrai, et vous allez en parler, Samy Biazoni, on dit, en fait, c'est de la mathématique, c'est de la science, c'est le réel, on est dans le dur et on ne peut pas contester. C'est bien ça. Oui, c'est ce que Boulot appelle le préjugé de supériorité analytique. C'est très pompeux pour dire simplement que le chiffre jouit d'une sorte de valeur de vérité supérieure. Vous le disiez très bien en introduction, effectivement, lorsque l'on assène un chiffre dans un débat, eh bien, en fait, il est très très peu contesté. On le prend comme tel et puis on élucubre dessus. Et c'est bien toute la subtilité de ce statistique dans le débat public aujourd'hui. Oui, et qui est vraiment dominant. C'est-à-dire qu'on voit très bien dans n'importe quel débat ce qui se passe. Alors, vous racontez beaucoup de choses dans vos livres. Vous avez pris énormément de faits. C'est pour ça que je vous dis, je vous recommande vraiment. Ça vaut un petit traitement de sécurité sociale parce que vous montrez ce qui se passe. Et on va commencer par quelque chose que nous pratiquons tous, que ce soit à Sud Radio, tous les médias utilisent quoi? Mais du matin au soir, sur matin, les sondages. Alors, je dis pas que les sondages, on va pas jeter tous les sondages avec l'eau du bain, c'est pas le problème. Les sondages, et vous dites, les sondages ou l'art d'avoir tort tout en ayant raison et réciproquement. Expliquez. Ouais, exactement. Cette pratique du sondage. Ouais. Alors, déjà, il faut constater qu'il y a une sorte de floraison, il y a une amplification du nombre de sondages à mesure que l'on progresse dans nos démocraties. C'est-à-dire que d'élection en élection, notamment pour les sondages politiques, on voit un nombre toujours plus important. Et ça, c'est assez bien documenté et c'est assez intéressant. Ça dit quelque chose de nous. Donc on aime se radiographier. Il y en a 10 par jour, 100 par jour. Enfin, et il y en a eu plus lors de la dernière présidentielle que la précédente, et la précédente que celle qui lui était antérieure. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Effectivement, cette prolifération du sondage, elle dit notre attrait et cette valeur supérieure qu'on donne aux chiffres. Alors pourquoi je dis qu'effectivement le sondage est à prendre avec du recul? Alors il y a des sondages bien menés, ce sont les sondages globalement des instituts de sondage. Nous avons de bons instituts de sondage. Oui. Et d'ailleurs, en général, ça correspond, vous voyez, si vous parlez avec la politique, les résultats ne sont pas très loin de ce qu'annoncent les instituts, il faut le dire. Absolument, parce que la question est relativement simple. Pour qui voteriez-vous? En revanche, lorsque vous quittez ce domaine-là, à ce moment-là, les instituts de sondage font bien le travail technique, mais celui qui commandite, celui qui demande le sondage, peut favorablement l'orienter. Il suffit de changer la question. Je vais vous donner un exemple. Oui. Vous savez, il y a beaucoup de techniques de manipulation mentale. L'une s'appelle l'escalade des oui. Si j'ai envie que dans la rue, vous me donniez 2 €, il ne faut pas que j'arrive vers vous en disant « Est-ce que vous avez 2 €, cher monsieur Berkoff ?» ou « Cher monsieur », puisqu'on ne se connaît pas. Je vais d'abord commencer par vous dire « Bonjour, vous êtes bien d'ici ?» « Oui. »« Ah, vous avez dû acheter... c'est bien des sandales que vous portez ?» « Oui. »« Mais vous êtes seul là ?»« Oui. » Et donc, à force de répondre, vous êtes conditionné. Et ça, les études de psychologie expérimentale le montrent très bien. La probabilité que, à ma question suivante qui serait pouvez-vous me donner 2 €, votre réponse soit oui, est bien plus importante si j'ai commencé par cette escalade des oui. Et en sondage, on peut pratiquer la même chose. On pose 4 questions innocentes, on conditionne à ce que la 5e soit présentée différemment. Ou la manière de présenter les choses. Si vous voulez montrer qu'un phénomène... Donnez un exemple, oui. Très manière simple. de présenter, oui. Si vous voulez montrer une adhésion à un phénomène,
Je sais pas, par exemple, là on parle beaucoup de la régularisation des sans-papiers, par exemple. Non, mais pareil, régularisation sur le papier, oui. Voilà, c'est le débat sur le titre de travail. Et si votre biais, c'est de montrer qu'il faut absolument le régulariser, d'autres pourront dire, moi mon biais, c'est au contraire de montrer le contraire. Donc déjà, vous avez cette escalade de oui qui prédispose, mais indépendamment de ça, la manière dont vous le présentez. C'est-à-dire, si vous posez une question qui serait, êtes-vous pour la régularisation des sans-papiers, ce n'est pas du tout la même chose que de dire si quelqu'un est en danger de mort dans son pays et qu'il n'a pas le moyen de subsister, alors doit-il pouvoir bénéficier, au nom de la générosité, d'une régularisation ? In fine, vous pourrez toujours dire que c'est la même question, mais vous n'aurez pas le même résultat. Donc il y a tout un art de poser une question. Alors bien évidemment, les instituts sont aussi là, sont les gardiens du temple. Ils sont là pour venir contenir justement les volontés de manipulation parfois de ceux qui commanditent les sondages. Toujours est-il qu'ils sont aussi leurs prestataires. Mais et voilà, donc, non mais Samy Biazoni, après tout, qui paye commande quand même, faut pas l'oublier. Absolument. Si c'est là moi, toute la difficulté de l'exercice. Moi, ceci ou parti politique, je commande un sondage, j'ai pas envie qu'il me renvoie avec des choses qui me disent ce que vous faites, ça vaut rien, quoi. Il y a quand même, on peut pas le nier. Donc vous dites là, en fait, oui, c'est la présentation, la formulation des questions, la manière. C'est un des éléments. Il y en a beaucoup d'autres. Donc la présentation, c'est un des éléments. Et puis il y a simplement le choix des sujets qu'on va traiter. Si vous savez qu'à un moment, vous avez une petite bascule dans l'opinion, ou si vous savez qu'une frange de la population est effectivement très prosélyte vis-à-vis d'une mesure, vous irez demander un sondage orienté. Par exemple, chez les femmes, 25% des femmes pensent qu'il faut. Et puis finalement, dans le débat public, on oubliera finalement qu'on parlait des femmes et le chiffre restera. Et on en tirera une conclusion à validité générale. Il y a plein de petites manières subtiles de faire les choses sans tout à fait mentir. Et la manière aussi, qui est d'ailleurs médiatique, qui nous concerne, c'est quand on dit, moi j'entends, et vous aussi et tout le monde, les Français pensent que. Absolument. Je veux dire, alors qu'il y a 55%, et on dit les Français. Alors les gens se disent, ah oui, c'est pratiquement la majorité, sinon la totalité de la population qui pense que, ce qui est quand même un sacré déplacement. Alors normalement, si un sondage est bien fait, dans un échantillon, on essaye de constituer ce qu'on appelle un échantillon représentatif de la population. Cet échantillon est censé effectivement représenter, dire quelque chose de la population globale. Et ça, il y a des méthodes statistiques bien établies pour le faire. Mais vous voyez, en fait, on peut faire basculer un résultat. Typiquement, et là c'est particulièrement sensible, et j'attire finalement ici les auditeurs, j'attire l'attention des auditeurs sur ce point. Lorsqu'un débat n'est pas tranché, lorsque les débats sont tranchés, la statistique est dure à manipuler parce qu'il y a des phénomènes assez fondamentaux. On retrouve les grands déterminants. C'est quand même une science à la base, donc elle n'est pas parfaitement manipulable, elle est orientable. En revanche, lorsque vous êtes à 49%, à 48%, à 51%, d'une part, vous êtes dans les marges d'erreur, il ne faut jamais l'oublier. Les fameuses marges d'erreur, 3% en général. Voilà, ça dépend des tailles des échantillons, c'est entre 1 et 3% parce qu'on fait des échantillons toujours de à peu près 1 millier de personnes sur les grands sondages dont on a l'habitude, si je puis dire. Qui est la bonne conciliation entre quelque chose qui se fait dans une économie raisonnable et puis une bonne, ce qu'on appelle significativité statistique. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a c'est entre les deux, quoi. Déjà, si vous avez un résultat qui vous arrange et que vous êtes à 50-01, vous n'avez pas le droit de dire que les Français pensent que, ou la majorité des Français. Alors que techniquement, c'est vrai. On le dit. Mais c'est une faute grave. Oui. Parce que vous êtes dans la marge d'erreur, ça ne veut rien dire. Donc ce débat n'est pas tranché. La France est parfaitement séparée. Or, vous verrez que dans un certain nombre de cas, vous aurez la présentation que je décris, c'est-à-dire à 50,1, on dira, celui qui a commandité l'étude dira la majorité des Français. Ça, c'est une première erreur. La deuxième, c'est que, en fait, techniquement, lorsqu'on établit, et sans rentrer dans des considérations beaucoup trop complexes ou subtiles, c'est assez simple à comprendre. En fait, vous pouvez capter le temps, le moment du débat. Le moment, si aujourd'hui, je sais qu'il y a un grand débat à la télévision, et suite à ce grand débat, il y a une influence parce que un tribun a particulièrement excellé et qu'on sait qu'on est dans la zone tangente, va poser tout de suite la question n'a pas le même effet que la poser une semaine plus tard, puisqu'on a des effets de retour et de balancier. Des gens qui ont vu l'émission, qui ont réagi. Donc vous pouvez installer comme ça, un peu subtilement, l'idée qu'il y a une majorité en oubliant complètement la subtilité des résultats dans leur présentation. Mais prenons un exemple très précis, et on peut prendre l'exemple des États-Unis, où il y a aussi des instituts de sondage qui font leur boulot. C'est même aux États-Unis qu'est né le sondage contemporain tel qu'on le pratique échantillonné. Et moi, je me rappelle, pour l'avoir vécu à l'époque, à la campagne de 2016, il n'y avait pas un semi-humain des sondages qui donnait Trump gagnant. C'est-à-dire que la victoire de Hillary Clinton était absolument acquise, mais même pas discutée. Rappelez-vous, jusqu'à la nuit des résultats, ce qui avait été. Et alors, là aussi, il faut le dire, quand les sondages se trompent à ce point, et là c'était vraiment flagrant, il y a eu d'autres,
Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Qu'est-ce que ça renvoie à quoi? À deux choses. D'une part, il faut savoir que les sondages sont une photographie. Ce ne sont pas des prédictions. L'instant T. Oui, cela vous paraît peut-être évident, mais pour beaucoup, les sondages ont une valeur prédictive. Non, les sondages photographient les choses. Sauf qu'entre un sondage et la réalisation, l'information continue de circuler, le citoyen continue de se faire une opinion. Et, fait très important, je l'explique dans le livre, les sondages ont une valeur autoprophétique ou autoprophétique. La prophétie autoréalisée. Exact. Ou anti-réalisée. Ou anti-réalisée. L'exemple le plus simple. Oui. Vous avez un candidat qui caracole en tête à une élection. Les partisans de ce candidat vont dire « Nous avons parti gagner. Donc dimanche, j'irai, s'il fait beau, plutôt au pique-nique. Je n'irai pas voter. » Ceux qui sont les partisans du deuxième sur la liste, selon les sondages, diront « Il faut se mobiliser, nous avons une chance. » Et là, vous avez un phénomène qui vient directement de la photographie qui a été prise. Et donc le public conforme sa manière d'agir à cela. Et ça, c'est très important. Donc déjà, il faut comprendre que les sondages sont une composante du réel. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on a des débats très techniques, très compliqués, dans toutes les démocraties contemporaines. Le débat de savoir, est-ce qu'on doit publier des sondages jusqu'à la dernière seconde? Ou pas, oui. Qui veut dire, imaginez-vous, nous publions, et c'est pour ça qu'en France, nous ne le faisons pas, des sondages en temps réel très précis. Et vous savez qu'il y a 0,01% d'écart entre... Les gens sont en train de se rendre aux urnes. Donc les gens se conforment au sondage, et le sondage change la réalité en permanence. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on les suspend un peu en avant. On a une sorte de moratoire où on laisse les choses se faire dans l'esprit des individus. Ils ont quand même une information. D'autres pays décident d'arrêter beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard les sondages. Ce sont des choix profondément démocratiques. Ce qui me paraît quand même assez, parce qu'il faut le dire, assez sage peut-être de faire simple. Parce que après tout, sur le fond, c'est aux électeurs, électrices, aux citoyens de se déterminer. Et comme vous dites, c'est une photo à l'instant T. Mais pourquoi je vais aller dans les photos erronées? C'est un peu embêtant. On va en continuer à en parler en prenant d'autres, c'est-à-dire le chômage, l'insécurité, et ça nous occupe combien? Parce qu'il n'y a pas que les sondages. On continue de parler de ces sondages et de l'opinion avec Samy Biazoni, qui est notre invité aujourd'hui, et puis avec vous aussi au 0826 300 300. Alors justement, les chiffres, on le sait, on les entend du matin au soir et du soir au matin surtout. Et c'est l'un des mérites du livre de Samy Biazoni, c'est qu'on ne parle pas que les sondages, bien sûr, les sondages commandent, mais dans tous les domaines. Mais parlons le chômage. Vous avez abordé le chômage. Je prends la criminalité et la délinquance. On en parle toujours. Et c'est intéressant de savoir s'il y a insécurité ou ressentiment d'insécurité, comme dit tel ou tel ministre. La violence, l'école, les écrans rendent-ils les enfants violents? Je cite les titres de vos chapitres, mais c'est vraiment très intéressant. Les bénéfices de l'immigration. On veut pas, vous l'avez déjà abordé. Et puis le racisme, le néo-progressiste. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est encore une fois, c'est comme le narratif sur le Covid, c'est comme le narratif sur la guerre, c'est comme le narratif sur le réchauffement par réchauffement climatique. Là, on s'envoie des études entre guillemets scientifiques à la figure, chacun a son truc, le CO2, etc. Et là, on renvoie justement les statistiques. Mais pour continuer justement, et on l'a vu avec les chiffres du chômage, on voit très bien les chiffres de Pôle emploi. Alors selon qu'on met les catégories A, B, C et autres, on change complètement la physionomie. Vous pouvez nous en parler, Samy Biazoni? Oui, alors les chiffres du chômage répondent à une méthodologie qui est bien établie. Établi notamment par le Bureau international du travail. Simplement, il y a beaucoup de subtilités. Parce que qu'est-ce qu'un chômeur? C'est quelqu'un qui n'a pas eu d'emploi pendant combien de temps? Est-ce que vous êtes chômeur le lendemain de votre perte d'emploi? Est-ce que vous êtes chômeur si vous êtes déjà chômeur le jour où vous avez perdu votre emploi? Est-ce que vous êtes chômeur si vous travaillez 1 heure par semaine? Et donc c'est pour cela qu'on a une classification. Et donc il y a ces chômeurs de catégorie A, B, C. Sauf qu'à partir du moment où vous avez ces catégories et que le débat tait généralement ces subtilités, vous pouvez utiliser le chiffre qui vous arrange. Et par ailleurs, vous avez une liberté définitionnelle. Et je donne l'exemple qui est un des plus jolis exemples de notre démocratie, qui a été celle de la fin du mandat de François Hollande. Quand François Hollande dit aux Français, je me représenterai si j'arrive à inverser la courbe du chômage. Alors déjà, quel chômage parle-t-on? Quel chômage, oui, quelle courbe et quel chômage. Et à ce moment-là, tout le monde aurait dû s'arrêter en disant, mais attendez, donc quelle est la métrique que l'on regarde ensemble? De quoi parle-t-on? Parce qu'il aurait pu s'amuser à faire A plus B et dire, en fait, c'est que A et B. Même si c'est pas un agrégat qu'on regarde, au final, regardez, cette courbe-là, elle s'est bien inversée. Et puis dire, bon. Et en fait, il a fait autre chose. Alors, c'est pas lui qui l'a fait tout seul. Mais, et c'est pour ça que ce cas est vraiment intéressant. On a changé en cours de route, un peu les définitions. C'est-à-dire? La manière dont on comptabilisait un chômeur, et notamment son rapport à Pôle emploi.
Ouais. Alors sans rentrer dans des détails trop techniques, et je renvoie le lecteur puisque je l'explique en détail, mais pour faire très simple et pour comprendre ce dont il s'agit. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a considéré qu'un certain nombre de personnes étaient radiées si elles ne remplissaient pas certaines conditions vis-à-vis de Pôle emploi. C'était très commode, puisque si vous sortez des personnes des chiffres du chômage, s'ils sont radiés, à ce moment-là, vous faites baisser les chiffres mécaniquement. Et donc, mais attendez, on les radie à quelles conditions, juste pour être précis? C'était le nombre, c'est ce qu'on appelle la recherche active, les conditions de la recherche active. Comment définir? S'il ne montrait pas qu'il recherchait tout de suite un emploi, il est radié. Voilà, pour simplifier, c'est ça. En fait, pour prouver, parce qu'en fait, la notion de chômeur implique le fait d'être en recherche active pour entrer dans certaines catégories. Et la recherche active, pareil. Et là, vous voyez bien tout le jeu définitionnel. Recherche active, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme du langage courant. Donc il faut bien le définir techniquement. Donc techniquement, on dit s'il y a eu tant de rencontres, si le dossier a été actualisé dans telle période, etc. Et donc il y a tous ces effets-là, dont 2-3 autres effets techniques très savoureux, qui ont fait qu'effectivement, et c'est bien démontré, les chiffres ont évolué. On ne parlait plus de la même chose au début de la période et à la fin. Et donc on a vu la toute petite inflexion des chiffres du chômage sur la toute fin, ce qui a permis à François Hollande de dire qu'il pouvait être à nouveau candidat. Mais, sauf qu'à la fin, il ne s'est pas présenté. Pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Mais il aurait bien aimé se présenter. C'est vrai. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous recevez... Non, mais il faut dire ça aux auditeurs et à tout le monde. Quand vous voyez les chiffres, attention, posez-vous des questions. On ne dit pas que tout est faux. C'est pas du tout ça. On ne fait pas de la démagogie. Il ne faut pas faire de la démagogie. Mais en revanche, si on ne pèse pas qui dit quoi et qui veut parler de quoi. Et on en parle justement sur quelque chose de très important aujourd'hui, la violence et la sécurité. Les chiffres, ça c'est énorme. Mettez-vous, vous le dites très bien. Il faut bien comprendre, mon propos n'est pas de dire que la statistique est une mauvaise science. Au contraire, je glorifie la statistique. Mais la statistique bien employée. C'est un art complexe, c'est un savoir-faire complexe. Ce que je critique, c'est le mésusage. C'est le mauvais emploi de la statistique. Donc c'est notre travail, notre responsabilité, vous, en tant que journaliste, moi, les responsables politiques et les citoyens aussi dans le temps de leur vie normale, civique. Alors, il faut bien comprendre, si par exemple on prend le cas de l'insécurité, mettez-vous dans la position d'un maire. Vous voulez absolument montrer que vous avez une... Et puis il y a eu des cas aux États-Unis notamment. Vous voulez montrer que vous êtes efficace sur l'insécurité. C'est très simple. Qui vous empêche de prendre le seul chiffre qui a baissé de votre mandat? Imaginons, le chiffre des meurtres a augmenté, le chiffre des vols a augmenté. Mais le chiffre des vols avec violence, par hasard, a baissé. Le chiffre des cambriolages a monté, le chiffre des vols par effraction a monté. Vous direz... Je prends le chiffre qui a baissé. Vous ne direz rien. Vous direz simplement, l'insécurité a baissé. Pour preuve, grâce à moi, il y a moins 15% de vols avec violence. Et personne n'ira jamais vous dire, mais oui, mais attendez, tout le reste a monté. Ou alors, c'est très rare. Et c'est ça le grand paradoxe, c'est-à-dire que, en fait, ce choix, on appelle ça du cherry picking, du choix, du choix pensé. C'est une des autres méthodes de manipulation. Donc le chiffre est vrai, mais on a tué la réalité du phénomène. Le chiffre est vrai, celui-là, mais on tait le reste du paysage. Et c'est souvent ce qu'on fait. On va en parler tout de suite après cette pause. Ouais, on continue de parler d'influence sur les chiffres avec Samy Biazoni et André Berkoff. Et puis vous, au 0826 300 300, appelez-nous. Alors justement, on peut continuer, c'est passionnant, Samy Biazoni, parce que quand on applique quelque chose de très simple, c'est la règle de regarder vraiment, de prendre la rigueur, de regarder ces chiffres, de les analyser, parce qu'un chiffre en tant que tel, ça ne veut rien dire. C'est quel environnement, et là, on est en train de parler hors antenne de ça, mais on va commencer là-dessus. C'est par exemple les statistiques sur l'efficacité des vaccins, sur tous vaccinés, tous protégés, très bien. On a commencé, rappelez-vous, tout le monde, c'était 95% efficace. Et ça y est, c'était fini. Après, c'est descendu à 50, à 30, et à moins. Et on allait au gaz de schiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, il y a un problème de temporalité, il y a un problème... Les chiffres, ça ne veut... Encore une fois, si on ne met pas l'environnement, ça ne veut rien dire. Voilà. Là, c'est un très bon exemple. On s'est rendu compte que, en fait, l'efficacité régressait avec le temps. Sauf que jamais dans le débat public, quelqu'un n'a dit « mais oui, c'est efficace à 75% à 2 semaines », ensuite à 70% à 3 semaines. Et c'est ce qui s'est passé quand on a eu des études épidémiologiques larges. On s'est rendu compte que la plupart des vaccins, d'ailleurs, avaient après les mêmes courbes. C'était intéressant. C'est ce qui a justifié que, d'ailleurs, vraiment avec du retard, la France a accepté, par exemple, que Janssen soit une deuxième dose. Alors qu'au départ, il disait non, c'est les vaccins ARN parce qu'ils sont plus efficaces. La justification, ça a été qu'on s'est aperçu, en réalité, qu'il y avait les courbes de décroissance d'efficacité. Donc ça marchait bien, c'est-à-dire que entre ne pas se vacciner... Alors je ne parle pas des effets secondaires, je ne parle pas d'autre chose. Je parle juste, si on prend 2 personnes, une vaccinée et une non vaccinée, à santé égale, à conditions égales, c'est vraiment... effectivement,
il y a une protection qui est constatée. Et ça, les études, en tout cas, le montraient bien. Simplement, à une semaine, on avait un certain niveau, à 2 semaines un autre, et puis au bout de 2-3 mois, on se rendait compte qu'il y avait un pivot. Et là, on avait une décroissance relativement rapide. Et c'est ce qu'il y a. Et d'ailleurs, jamais, ou presque jamais, le politique ne l'a expliqué. Mais la raison qui nous a poussé à avoir ces campagnes massives, une des raisons de revaccination, ça a été notamment la perte d'efficacité au-delà de 4 mois. Et en fait, tous les vaccins souffraient peu ou prou de cette même tare, si je puis dire. Ce n'est pas un vaccin qui protège toute la vie, comme d'autres vaccins, par exemple. Bah oui, comme beaucoup. La plupart. Voilà, ils ont des fonctionnements particuliers. Et donc, dire que ce vaccin est efficace à X% ne veut strictement rien dire. Puisque si vous parlez de l'efficacité à un jour, ça n'aura rien à voir avec l'efficacité à 3 mois, à 8 mois et à 9 mois. Donc aussi, il faut lui dire. Le chiffre ne sert à rien en tant que tel. Manipulation par les chiffres. C'est pas les chiffres qui sont faux, c'est la manipulation, c'est l'usage qu'on en fait. Et alors, je voudrais parler de l'auberge espagnole des fantasmes d'aujourd'hui, la sécurité, la violence. Alors là, vraiment, c'est des batailles de chiffres liées aussi à l'immigration. Vous savez vu ce qui se passe en ce moment. C'est hallucinant. Je veux dire, on n'arrête pas une minute. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se bataille à coup de, comme disait, oui, c'est scientifique. Et chacun, utilement, vous avez marqué la science. La science. La science, quand elle a bon dos. Il faut bien comprendre, et je tiens à le répéter, je ne critique pas la science statistique, c'est un merveilleux outil. C'est un merveilleux outil de connaissance de nous-mêmes, de gestion de l'État, de technicisation, de choses qui autrement seraient parfaitement subjectives. Simplement, ce que je critique, c'est le mauvais emploi, le mésusage. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Et c'est pour ça que j'en appelle à un sursaut collectif. Je me mets dedans. Je commets aussi des erreurs en pensée parce que j'ai mes propres biais cognitifs. Tout le monde, les plus grands chercheurs, s'y sont laissés prendre une fois dans leur carrière. La subjectivité, ça existe et il faut la combattre. Voilà, exactement. C'est un mauvais démon. Et nous le portons tous en nous-mêmes. Simplement, certains ont un peu moins le droit que les autres de se tromper. Ce sont les politiques et les médias aussi. Les politiques, ils ont ce rôle de passeur. Et puis attendez, les experts, les soi-disant experts. Non, les experts en premier lieu, les sachants. Et effectivement, et là on est dans la. Alors ce qui est intéressant avec les chiffres de la criminalité, c'est que en fait, là on est. Alors c'est encore pire, si je puis dire, du point de vue définitionnel, dans ce que vous appelez l'environnement du chiffre, les hypothèses. C'est encore pire que les chiffres du chômage. Parce que ça dépend de plein de choses. Vous savez, en France, d'ailleurs, on ne sait pas ce que sont les chiffres. La plupart des citoyens ne savent pas d'où viennent les chiffres de criminalité. Est-ce que vous savez? Alors, vous avez lu le livre, donc maintenant vous savez tout. Mais est-ce qu'il s'agit des plaintes déposées, des plaintes traitées, des plaintes reçues, des plaintes instruites, des condamnations? C'est pas du tout le même chiffre. Des rapports de police. Si vous prenez, vous pouvez avoir une hausse des plaintes, une baisse des condamnations. Par exemple, si j'incite, je fais une grande campagne, et ça a existé. Je renvoie l'auditeur alerte à finalement des situations relativement récentes. Quand on fait des grandes campagnes pour dénoncer des crimes raciaux, des injures, vous venez hausser mécaniquement le taux de plainte. Le taux de plainte ne se solde pas mécaniquement par une augmentation importante des condamnations. Parce qu'il peut y avoir des plaintes abusives, parce qu'on peut changer de définition. Puis il peut y avoir un laxisme judiciaire. Il peut y avoir l'inverse, c'est l'incapacité. Et puis à l'inverse, si je réduis par exemple la capacité de police à traiter, si je prends comme indicateur, alors c'est pas ce qui est fait, c'est parce que c'est pas, c'est au niveau des plaintes qu'on prend les chiffres de criminalité, mais le ministère de l'Intérieur, lui, a une influence sur ces chiffres. Or, ce sont ces chiffres d'évaluation. Parce que selon qu'il met plus ou moins de ressources sur telle ou telle cause, effectivement, l'effet de prise de plainte, si on vous incite à déposer des mains courantes, vous ne rentrez pas dans les chiffres. Ou si on vous renvoie chez vous, vous ne rentrez pas dans les chiffres. Donc si on veut montrer une baisse de la criminalité, on peut aussi le faire comme ça. On peut baisser les dotations à la police. Ou on peut leur dire de se consacrer, comme le fait la police de Paris, par exemple, la police municipale de Paris. Vous savez, 92%, je crois, entre 90 et 95%. Là, on a eu les chiffres, ils sont bien établis. Parce que ça, c'est une règle de 3, il n'y a pas de sondage, ce sont les vrais chiffres. Le bilan de la police municipale de Paris, c'est plus de 90% d'actions relatives au délit routier. Est-ce que vous croyez que ce qu'attendent les Parisiens? On a mis cette police en place pour protéger, pour faire baisser le niveau d'insécurité. Donc à la fin, si on leur donne comme objectif d'aller traiter les gens qui outrepassent des lignes blanches ou qui s'arrêtent pas assez à un feu, je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Encore une fois. Bien sûr, mais il faut savoir quelles sont les priorités. Quelles sont les priorités? Eh bien, vous comprenez que le temps passé ne permet pas d'aller arrêter les délinquants, ne permet pas d'aller protéger les citoyens, et donc vos statistiques, elles sont tout à fait raisonnables. Il y a peu de cas recensés, peu de plaintes, donc peu d'insécurité. C'est ça la différence entre le sentiment d'insécurité et le chiffre de l'insécurité. Et c'est ça qui est terrible, parce que le sentiment d'insécurité, il est claironné par nos ministres, enfin par certains. Oui. Alors je voulais simplement, parce que juste pour être tout à fait précis, parce que sinon là tout le monde va dire mais attendez, c'est parfaitement manipulable, j'ai plus confiance en les chiffres. Heureusement, vous doutez bien qu'il y a des chercheurs sérieux en criminologie, et donc on a un autre outil pour évaluer finalement l'aspect
ou l'intensité criminogène d'un pays, d'une société, sur les études de victimation. C'est-à-dire, on fait des études qui sont des sondages. Oui, mais vous savez, dans l'autre sens. C'est vrai, mais vous savez très bien que sur un plan, vous savez très bien, je ne sais pas si cette statistique compte ou pas, 80% des gens ne portent pas plainte. Non, justement, les études de victimation, c'est qu'on va voir le grand public, vous par exemple, et on va dire, est-ce que vous avez été victime de tel fait, même si vous n'avez pas porté plainte. En fait, on a deux éclairages sur la criminalité. Sauf que Gérald Darmanin ne parle pas souvent des études de victimation. Les scientifiques, personne, ni les médias. Alors parfois si, mais c'est subtil et comme on n'a pas l'habitude, on comprend pas que c'est ça. On voit pas la différence. Ça demande une éducation. La statistique, ce sont des sciences complexes. Il y a des chercheurs, c'est des pans entiers de recherche, des milliers de pages de recherche académique pour en arriver là. Il n'y a pas une grande manipulation du chiffre. C'est subtil l'être humain. C'est pas une particule élémentaire. Mais encore une fois, le vrai problème n'est pas le chiffre. On l'a dit. Enfin, on répète. Donc il faut que les auditeurs, que les gens, que les citoyens soient très vigilants là-dessus. Et je sais que vos auditeurs en particulier sont des gens curieux et intelligents, et donc c'est aussi leur rôle de citoyen éclairé que d'avoir une vigilance accrue. Et en tout cas, votre livre y participe, et c'est pour ça que vraiment on le recommande. Oui, Esteban, justement, on va voir si Claude est vigilant. Lui, il nous appelle de Perpignan, 0826 300 300. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour à toute l'équipe, bonjour à Berkoff et à son invité. Pardon, bonjour, voilà. monsieur. Moi, je voulais d'abord, j'apprécie tout ce qu'a dit votre intervenant parce que je partage effectivement tout le sens de ce qu'il donne, et je voudrais citer deux exemples où finalement la vénération des pourcentages et la vénération des chiffres finalement peut tromper. Alors le premier, c'est est-ce qu'en France on est dans le tout carcéral ou pas? Quand vous prenez les statistiques de surpopulation carcérale, vous avez l'impression que oui. Quand vous prenez le nombre d'incarcérés rapporté à 100 000 habitants, vous avez l'impression que non. Deuxièmement, l'autre exemple que je voudrais prendre, c'est quand on parle des migrations. Vous vous souvenez, il y a une semaine, les 11 000 arrivés en une journée à Lampedusa. Alors il y a les gens, les partisans de l'ouverture complète qui disent bon, de toute façon 11 000 rapportés aux 450 millions d'Européens, c'est 0,05%, et c'est la CIMAD qui l'a dit, d'ailleurs je l'ai entendu sur une radio. Puis vous avez l'autre chiffre qui est de dire combien il y a de naissances par jour en Europe. Dans l'Union européenne, dans les 27 pays de l'UE, il y a exactement 11 500 naissances par jour en divisant le total annuel par 365. Donc ça veut dire que les 11 000 arrivants en une journée, c'est 50% des nouveaux Européens qui sont des migrants. Vous voyez? Donc dans un cas, c'est 0,05% de la population totale, et dans l'autre cas, c'est 50% des nouveaux entrants. Voilà. Claude, je crois que Claude illustre très très bien le problème. Sûr. Il est là. On de pourrait quel s'amuser. côté qu'on prenne ça? C'est avec Claude, on va écrire une encyclopédie. Parce que... Non, mais si vous me permettez d'ajouter juste une chose, mon maître à penser, parce que j'ai commencé ma vie dans des statistiques industrielles, mon maître à penser m'avait dit, les statistiques, c'est comme le bikini, c'est fait pour cacher l'essentiel, mais ça donne des idées. Pas mal. Ça donne des idées quand même. Et oui, même ça donne des idées, mais quand même, on voit très très bien. Non mais, Samy Biazoni, c'est bien de défendre, etc. Les statistiques, les chiffres, on a compris. Mais enfin, là, regardez, comment on traite ça? Par exemple, Lampedusa, les 11 000... Eh bien, Claude l'a bien fait. On le fait comme on devrait le faire en démocratie, en pesant le pour et le contre, en donnant le chiffre et le contre-chiffre, et en discutant de cela et de rien d'autre. Les chiffres existent. Chaque personne, chaque débattant honnête intellectuellement, devrait avoir conscience. Sinon, je ne comprends pas comment on tient un débat si on n'a pas conscience des arguments de la partie adverse. Donc il devrait aussi être capable de dire pourquoi le chiffre qu'il avance est plus important que celui de la partie adverse. Et c'est ça qui devrait être le fondement du débat. Or, on est souvent sur des considérations très très éloignées de ça. Et c'est vrai, et cette contradiction est énorme. En tout cas, merci Claude. Nous avons Véronique qui nous appelle depuis Orange. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour. On vous Voilà, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Biazoni. Bonjour madame. Ma question, alors, moi je voulais savoir comment sont faits les sondages, parce que je n'ai jamais participé à des sondages, et on nous parle énormément de sondages au quotidien, comme vous disiez Monsieur Berkoff. Et moi ma question c'est comment sont faits les sondages, c'est vraiment général, mais... je souhaiterais... C'est intéressant, oui. Alors ça a évolué. Juste un mot là-dessus, anecdotique, c'est vrai, moi, j'ai un âge respectable, sinon respecté, mais je n'ai jamais été sondé, et je suis très frappé, je peux vous dire, que les centaines de gens autour de moi
Ça ne veut rien dire. Je dis ça simplement parce que c'est amusant. On dit le sondage du matin au soir. Et beaucoup de gens n'ont jamais été sondés. Ce qui ne veut rien dire parce qu'après tout, on n'est pas obligé d'être toute la France sondée. Mais ce problème est posé. Alors vous allez me remercier, puisque vous allez pouvoir être sondé. En fait, les méthodologies des instituts de sondage ont beaucoup évolué avec l'arrivée d'Internet. Historiquement, effectivement, c'était un peu plus compliqué puisque c'est très onéreux. Il fallait envoyer des agents de terrain, et puis ces agents de terrain, vous savez, ils font de l'échantillonnage statistique, ils vont dans des endroits particulièrement fréquentés, et puis ils essayent de représenter la population. Donc effectivement, vous êtes dans une catégorie, un individu, mais voilà, c'est pas complètement aléatoire. Donc effectivement, on va pas vous interroger lorsqu'on voudra une femme, Monsieur Berkoff, quand on voit quelqu'un qui a 14 ans, etc. En revanche, aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est-à-dire que les instituts même proposent d'aller sur leur site s'inscrire dans ce qu'on appelle les pools, les groupes. Et donc vous renseignez toutes vos informations socio-professionnelles, socio-démographiques, et vous pouvez ensuite être sollicité. Donc effectivement, aujourd'hui, le citoyen peut participer aux enquêtes d'opinion, peut être un des éléments. Encore faut-il le savoir et le dire, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça que je le partage. Les gens le savent relativement peu. Après, c'est quand même... alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu plus compliqué que ça. Le problème, c'est que si on dit je libéralise complètement, tout le monde peut s'inscrire, tout le monde doit s'inscrire. Qu'est-ce qui va se passer dans une démocratie qui fonctionne? Les lobbies vont tout de suite dire les pro-Zemmour, les anti-vaccins, quelques lobbies que ce soit, les pro-Macron. Je veux dire, mobilisons-nous, on va massivement investir ça en prétextant que nous sommes la représentation. Et donc, nationale. À chaque fois, la représentation nationale, sauf qu'on va biaiser les sondages. Donc, en mentant un peu sur nos intentions de vote, et donc en rentrant dans notre catégorie. C'est là de la subtilité. Donc, il faut... rendre aussi hommage au dur métier des sondeurs qui doivent éviter cela et ces tentations un peu naturelles, malheureusement. Mais encore une fois, le vrai problème, c'est ne pas parler à la place des gens. Et c'est ça le plus difficile, d'ailleurs. Oui, on va se retrouver dans quelques instants avec Samy Biazoni. Et puis on sera avec Emmanuel qui nous appelle de Pessac. À tout de suite sur Sud Radio. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour à votre invité et à toute l'équipe. Vous m'entendez bien ? Très bien. Parfait, merci pour votre livre. Ça me rappelle un peu le livre de Pierre Chaillot, d'ailleurs, dans un autre domaine. Oui, dans un autre domaine, absolument. Qui effectivement... Moi, ce qui m'inquiète, en fait, si vous voulez, par rapport à ce que je vois, c'est la mathématisation du monde. C'est une déshumanisation, une désincarnation, une virtualisation. On n'est plus que dans les algorithmes, les GPT, le chat GPT, les statistiques, les études, les sondages, les tableaux, les courbes, les stats. Qui déjà est capable, en tant que personnalité lambda, est-ce qu'elle est formée? Je parle du citoyen lambda dont je fais partie. C'est une formation, ouais. Qui est capable de pouvoir déjà finalement décrypter tout ça? Donc c'est en fait de la manipulation, c'est de l'argument d'autorité. On dit 1000 personnes qui sont un échantillon représentatif de la France. On est 67 millions, c'est pas 1000 personnes qui vont... Mais les décisions sont prises avec ce genre de... s'appuient en tout cas sur ce genre de choses. Emmanuel, juste un mot. Oui, je vous en prie, il y a quand même des échantillons représentatifs. Ce n'est pas 1000 personnes prises au hasard. Hein, oui, mais bon, ça représente pas grand monde quand même. Soit pour le CO2, le Covid, le chômage et tout le reste. On est à chaque fois dans les statistiques qui arrangent finalement ceux qui les font. Et je vais vous citer juste une citation apocryphe ou pas de Churchill qui disait: les statistiques, c'est pour les politiques, c'est comme un réverbère pour les poivreaux. Ah, c'est autre chose. C'est pas la même qu'on avait. C'est pas la même. Celle qu'on a. Alors je vais vous dire toujours dessus, mais il s'éclaire jamais avec. Alors je vais vous dire, Emmanuel, Samy Biazoni, celle de Churchill qu'on connaissait, celle de Churchill qu'on connaît si bien. C'est je ne crois en la statistique lorsque je l'ai moi-même falsifiée ou manipulée. Voilà. Vous en avez une deuxième qui concerne le même sujet, mais voilà, c'est le problème si vous voulez, c'est que cette patibalisation, c'est vraiment une désincarnation de tout. Donc vous êtes sceptique, vous, Emmanuel. Vous êtes statistique. C'est pas que je suis sceptique, c'est que même au niveau humain, on n'a pas de pauvres, on a un tout pourcentage de pauvres. On n'a pas de malades. On a un pourcentage de malades. C'est quoi un pourcentage? Et derrière, c'est des gens. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui fait que la mathématisation du monde désincarne totalement la prise mais directe. est-ce que c'est la mathématisation du monde, je viendrai à Samy Biazoni, ou ce n'est pas Merci justement... en tout cas de m'avoir fait intervenir. Non, mais je vous en prie. Est-ce que ce n'est pas effectivement l'emploi, la manière de présenter, de médiatiser, de publiciser cette mathématisation? C'est ça. En fait, vous savez, la statistique, c'est l'art du statiste. Le statiste, c'est l'homme d'État. C'est la même racine étymologique. Donc effectivement, malheureusement, lorsqu'on manipule des grandes entités, 67 millions de Français, c'est beaucoup, on est obligé d'avoir des manières de l'appréhender. Alors, je vous rejoins tout à fait, monsieur. Bien évidemment, la statistique ne doit pas prendre le dessus sur tout le reste. Il y a plein d'approches anthropologiques, sociologiques, la proximité, le témoignage. Mais c'est ça une démocratie. On a un grand panel d'outils, il faut tous bien les utiliser. Moi, je m'intéresse que à la statistique dans ce livre-là. Et je dis déjà, nous avons fort à faire pour bien l'utiliser, cette statistique, parce qu'elle est utile.
bien utilisée, elle est considérablement utile. Et ça, il faut quand même pas l'oublier. Ensuite, là, sur la question de la mathématisation, je cite une phrase alors, qui est faussement attribuée à Staline, mais j'aime bien mettre dans la bouche de Staline. Un mort, c'est un drame, 1 million de morts, c'est une statistique. Alors effectivement, vous avez raison, et j'ai un passage sur ça. La mathématisation, elle permet de mettre à distance le réel. Elle permet de le rendre moins douloureux. Effectivement, lorsqu'on entend 15 000 personnes ont échoué... Surtout quand c'est loin, il y a la distance. Hein, exactement, ça met la distance dans les esprits et dans les cœurs. Ouais. C'est peut-être aussi la difficulté, c'est pour cela que nos démocraties ne sont pas que statistiques. On a l'image qui interpelle, le témoignage. Donc voilà, c'est tout cela qu'il faut articuler. Le village du petit bébé Aylan sur les côtes bretonnes qui a ému le monde entier, voilà. etc. Il a effacé toutes les statistiques de mise à distance des naufragés en Méditerranée. Vous voyez bien, et c'est ça la subtilité de l'être humain, c'est qu'il a cette capacité d'enrichissement de son expérience cognitive et intellectuelle. Donc il ne faut pas réduire nos débats, mais vous avez raison, cher monsieur, il y a un danger à la mathématisation excessive du monde parce qu'elle peut donner l'impression que les choses ne sont pas si graves parce qu'elles sont lointaines ou qu'elles sont très facilement opérationnalisables, manipulables par le politique, alors qu'en réalité, elles cachent des réalités humaines très complexes. Mais alors justement, parlons un peu, et vous le dites, d'ailleurs c'est une des parties de votre livre passionnante aussi, le précis d'autodéfense statistique en démocratie. Vous dites bien autodéfense statistique, il faudrait lancer un mouvement, Samy Biazoni, là-dessus. J'en appelle à vos auditeurs. Ce que je veux dire, c'est que, effectivement, vous savez, encore une fois, du matin au soir, du soir au matin, partout dans radio, télévision, sur Internet, partout on entend les chiffres, on les donne, tout ça, encore une fois. Il ne s'agit pas de jeter l'enfant chiffres et statistiques avec l'eau du bain, jamais. Mais comment se défendre? Comment apprendre à se défendre? Parce que c'est pas comme ça vient pas. Il n'y a pas un lapin qui va sortir du chapeau. Bien comment sûr. On fait? Alors, je donne 7 grands principes simples que toute démocratie, à mon sens, équilibrée, moderne, et honnête vis-à-vis d'elle-même devrait appliquer. Je vais vous en citer deux ou trois, et puis j'invite le lecteur à creuser ensuite s'il est intéressé par cela. Par exemple, nous parlions hors antenne de la reproductibilité. L'une des bases de l'établissement de la vérité en quelque matière que ce soit, même en dehors de la statistique, c'est la capacité qu'on offre à autrui de reproduire. C'est la base de la science. On donne les moyens à autrui de se forger sa propre opinion. Et donc, on devrait, normalement, dans une démocratie qui fonctionne bien d'un point de vue statistique, systématiquement publier les données brutes et les choix méthodologiques qui ont été faits, les approximations. Ah oui, comment on a choisi tel chiffre? Comment on a choisi tel chiffre? Pourquoi on a choisi celui-là plutôt qu'un autre? Alors c'est vrai que ça rend les choses arides, parce que chaque article devrait être accompagné de 25 pages. Et c'est pour ça qu'on le fait pas. C'est plus simple à dire qu'à faire. Donc je n'appelle pas à ce que ce soit pour tous les chiffres, tout le temps. Mais je dis qu'il y a des chiffres, et je l'explique bien dans le livre, qui ont une influence, qui ont une dangerosité. Il y a une mathématicienne américaine qui s'appelle Cathy O'Neill et elle parle de Weapon of Mass Destruction. Elle parle des algorithmes de et des destruction massive. Oui, avec un très beau jeu de mots en anglais, puisque maths, c'est masse, la masse, et MATH, c'est les mathématiques. Et elle dit, en fait, certaines statistiques ont un potentiel de destruction massive. Typiquement, les chiffres du chômage, vous pouvez changer les chiffres de l'immigration, vous pouvez changer le destin d'un pays. La protection sociale, vous changez le destin d'un pays, selon ce que vous racontez. Les chiffres de la population carcérale, vous pouvez significativement changer le destin d'un pays. Non, mais ce que disait Claude par rapport, effectivement, qu'on avait, ce qu'il disait par rapport aux chiffres, c'est très intéressant. Il dit, voilà, vous dites, c'est les 10 000 qui sont arrivés à Lampedusa, c'est rien par rapport aux 450 millions, mais par rapport au chiffre des naissances. C'est l'équivalent du nombre de naissances de journée. Il a raison. Il a raison. Oui, alors comment se défendre? Comment être vigilant face à ça? Eh oui, il faut préparer un débat. Et j'en appelle aussi à la responsabilité journalistique. C'est ma deuxième piste. Alors, déjà dans la formation des journalistes. Les journalistes ont pour beaucoup des formations liées aux humanités. Très largement. Pas scientifique. Donc ce sont des gens qui écrivent bien, qui pensent bien, qui perçoivent bien le monde, mais qui souvent, lorsqu'ils sont confrontés aux chiffres, alors certains ont des spécialités maintenant, les écoles de journalisme essayent de développer des petites spécialités, mais ça reste vraiment marginal par rapport au corpus. Il faut peut-être faire changer cela, ou en tout cas avoir des vraies personnalités du monde journalistique sachantes en la matière. C'est pas simple, c'est plus facile à dire qu'à faire. Regardez même les fact-checkers, le profil des fact-checkers. Il y a assez peu de diplômés de statistiques. Et ceux qui se présentent comme fact-checkers, beaucoup à dire, franchement. Enfin, passons. Ce sont des journalistes comme les autres, il faut bien comprendre ce que j'explique. C'est une discipline particulière, mais ce sont quand même des journalistes à part entière. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Et peut-être la troisième illustration du réarmement, c'est effectivement même l'éducation du public. Et c'est très simple. Nous n'avons pas regardé, pensez tous, et j'invite tous les auditeurs ici, ceux qui ont des enfants à regarder le programme scolaire de leurs enfants, ceux qui ont fini leurs études depuis peu à se souvenir, et puis ceux qui sont plus mûrs, matures, à se remémorer.
et le renseignement des mathématiques. La statistique occupe une portion absolument minime, voire est absente d'un grand nombre du cursus, d'un grand nombre d'enseignements relatifs au corpus des mathématiques. Oui, très largement. Ouais, complètement. Même en mathématiques supérieures, SP, moi j'ai fait une classe préparatoire, j'ai fait maths sup et maths spé, on n'a pas fait de stats. Il n'y avait pas de stats. Non, on avait la théorie des probabilités qui permet d'aborder les statistiques parce que quand on a un bon bagage mathématique, on y arrive, mais on le fait seul. Ça fait pas partie du corpus de base, ou alors très très marginalement. D'accord. Est-ce que nous avons On accueille Philippe qui nous appelle de Caen rapidement. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour André, bonjour M. Bédionnet, félicitations pour votre travail. Merci, Alors monsieur. pour moi, très vite, pour moi les sondages sont la thèse du système par excellence antidémocratique, mais c'est mon point de vue. L'auditrice tout à l'heure, elle l'a évoqué brièvement. Y a-t-il des citoyens référents ou référencés pour donner leur avis dans les sondages? Et je compléterai par, à une époque, il y avait des matériels qui se trouvaient physiquement chez Monsieur Lambda, etc. Pour intervenir ou autre. Et enfin, une dernière question. Votre réflexion sur l'impact de l'arrivée de l'intelligence artificielle pour les instituts de sondage dans notre société. Voilà, alors, je vais essayer de répondre très, très rapidement. Non, il n'y a pas de sondé professionnel, si c'est votre question. En revanche, comme je le disais, comme vous pouvez vous inscrire désormais librement, certaines personnes sont très appétentes et répondent beaucoup et sont très présentes. Donc effectivement, ces personnes peuvent contribuer beaucoup plus que d'autres. Mais il y a des règles quand même très strictes et il y a une vérification aussi des éléments de sociodémographie. On vérifiera que vous êtes une femme, un homme, et donc vous rentrerez bien dans la catégorie qui doit être la vôtre. Ça, c'est le premier élément qui est important. Sur les boîtiers, en fait, ça existe toujours. Médiamétrie continue encore. Alors c'est pratiquement fini avec les box, mais il y a encore des individus, notamment les personnes les plus âgées d'entre nous, qui sont un peu moins équipées. Donc Médiamétrie n'a pas encore tout à fait, je crois, relâché les box. Moi j'en ai déjà vu, j'ai un ami qui est dans le panel Médiamétrie, qui a été tiré complètement au hasard, qui a un joli foyer avec 2 petits-enfants, il a son épouse. Et donc lui, on regarde, et c'est le français moyen. Voilà. Et en tout cas, vous savez, moi, juste une chose, il ne faudrait pas que les sondages deviennent la crotte de la démocratie qui trotte. Attention, attention, attention. Et merci Samy Biazoni. Merci. Merci Samy Biazoni d'avoir été avec nous. Je rappelle ce livre Statistiquement correct, c'est publié aux éditions du CERF. Ça sort aujourd'hui en librairie. Tout de suite, vous avez